Bonjour à tous et bienvenue à cette principale édition d'information matinale. On ouvre cette page d'actualité avec la politique en Afrique du Sud. Après la polémique autour de l'aménagement luxueux de la résidence privée du chef de l'État sud-africain Jacob Zuma, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, ce dernier a obtenu une augmentation de 5% de son salaire présidentiel. Une décision qui a suscité l'indignation de l'opposition. Compte rendu de Dina Koussou. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma bénéficie du Parlement une augmentation de 5% de son salaire qui permet de rajouter 9 200 €, soit plus de 6 millions de francs CFA. Cette décision découle des recommandations de la Commission pour la rémunération de la fonction publique qui avait préconisé des augmentations de salaire de 5 à 6% pour les hauts fonctionnaires, les ministres et le président. Ce sont 200 parlementaires sur les 400 membres de l'Assemblée nationale qui ont accepté de valider cette révalorisation des salaires. Au Parlement, l'opposition a fait entendre son indignation. Pour le chef de l'Alliance démocratique, Mumsi Maïmane, le chef de l'exécutif a déjà reçu 100 ans d'avance sur son salaire avec les aménagements de sa résidence de Kandla qui avait coûté aux contribuables 18 millions d'euros, soit plus de 11 milliards de francs CFA. Les voix discordantes qui s'élèvent dans tout le pays s'inquiètent sur la situation socio-économique avec un taux de chômage qui est évalué à 25,5%, soit une hausse de 0,3 points. Une situation selon l'opposition qui devrait amener le régime au pouvoir à une réflexion profonde. Désormais, le salaire annuel de Jacob Zuma s'élève à 195 000 € par année, soit 127 millions de francs CFA, un montant qui confirme la place du président sud-africain dans le top 5 des chefs d'État les mieux payés au monde. Toujours en politique, mais cette fois du côté de l'île Maurice, à Port-Louis, la nouvelle tête de l'exécutif mauricien a été élue. Amina Gurib Fakim a prêté serment vendredi devant le juge de la Cour suprême. Elle marque ainsi l'histoire mauricienne car elle est la première femme à occuper cette haute fonction dans l'archipel de l'océan Indien. Les détails de cette cérémonie avec Dina Koussou. C'est devant un parterre de personnalités politiques, institutionnelles et de la société mauricienne que Amina Gurib Fakim s'est prêtée à la cérémonie de prestation de serment. Âgée de 56 ans, le numéro 1 mauricien avait été élu jeudi par l'Assemblée nationale qui a adopté à l'unanimité une motion du Premier ministre. Son arrivée au sommet de l'État réjouit de nombreuses personnalités. Écoutez, nous fiers, hein? C'est tout moi fier. Comme une Premier ministre, nous gagnons madame occupe haute position. Nous faisons d'abord speaker, c'était la présidente. C'est une grande fierté. Et elle va apporter une touche de fraîcheur et une touche féminine à la présidence. Donc je crois qu'il y aura beaucoup de bonnes choses qui vont venir avec sa présence au réduit. Pas fin arrivé ça. Dans les annales de Maurice, jamais il n'est arrivé qu'il nous gagne 3 femmes qui occupent 3 postes constitutionnels. Ça, il faut un reflet de la société mauricienne. Choisi le 1er juin par le gouvernement mauricien pour succéder à l'ancien chef d'État Kailash Puriak, la nouvelle présidente a juré selon la formule prévue par la Constitution de remplir ses fonctions de président, entre autres, défendre la Constitution et les institutions, veiller au respect des droits fondamentaux, pour ne citer que cela. Elle est attendue sur de nombreux chantiers. Au Niger, à moins d'un an des élections présidentielles, des milliers de personnes sont montées au créneau samedi à Niamey afin de manifester contre le régime en place. Le pouvoir actuel est accusé d'étouffer les libertés et de mal gérer le pays. Reportage d'Abdoulaziz Maïga. Au Niger, c'est la grogne. Pendant 2 heures, des milliers de protestataires, majoritairement des jeunes qui répondaient à l'appel de 38 associations locales, ont battu le pavé contre le régime de ce pays ce samedi à Niamey. À bas le gouvernement, à bas Bolloré, à bas Arriva, la patrie ou la mort nous vaincrons, tel était les cris des manifestants qui ont exprimé leur mécontentement général dans la gestion du Niger par les autorités en place. Pour Moussa Tchangari, l'un des organisateurs de la marche, c'est un ras-le-bol général.
en forme de ras-le-bol général par rapport à la façon dont ce pays est géré par les autorités en place. Une gestion catastrophique dont on voit les conséquences sur tous les plans. D'abord sur le plan de la souveraineté nationale qui est aliénée, puisque le Niger accueille maintenant des bases militaires françaises, des bases militaires américaines, etc., dans le cadre soi-disant de la lutte contre le terrorisme. Pour d'autres, les libertés semblent être étouffées. Nous sommes là également pour dénoncer la manière dont le gouvernement gère la question énergétique. Tout le monde a constaté que chaque année, on parle de milliards investis pour résorber les difficultés d'approvisionnement régulier en énergie. Et chaque fois, c'est les entreprises qui doivent faire les frais de ces coupures intempestives. Nous sommes aussi très moins contents face au refus du gouvernement de répondre à l'exigence et à la demande du peuple qui consiste à réduire le prix à la pompe sur les hydrocarbures. Nous sommes pays pétroliers, nous produisons du pétrole et le prix à la pompe est aujourd'hui plus cher qu'il n'y a 4 ans. Depuis des semaines, les syndicats des commerçants nigériens demandent l'annulation d'une convention signée en 2014 accordant au groupe français Bolloré le monopole de la manutention des 2 plus importants entrepôts de douane à Niamey, monopole qui a engendré une hausse significative des tasses. À moins d'1 an de la présidentielle, les protestataires ont également décrié une décision du gouvernement d'augmenter le nombre des députés de 113 à 171 en 2016. On boucle cette page politique avec la tension qui règne en Tunisie. Suite aux nombreuses violences enregistrées entre les habitants et les forces de l'ordre, un couvre-feu a été décrété vendredi soir à 12. Il faut tout de même préciser que sur fond de tensions sociales, mais aussi de défis économiques et terroristes, le gouvernement tunisien reste inflexible. Abdoulaziz Maïga nous en dit plus. Après des violences sporadiques entre habitants réclamant des emplois et forces de l'ordre, la tension sociale reste palpable dans le sud de la Tunisie, mais aussi dans la région de Gafsa, à l'intérieur du pays. Face à ces contestations, le gouvernement tunisien est resté strict et a annoncé vendredi un couvre-feu pour les personnes et les véhicules dans la ville de Douze, devenue un foyer de tension. Interrogé sur la question sociale au Parlement lors d'une plénière consacrée à la présentation du bilan du travail de son équipe 100 jours après son arrivée au pouvoir, le Premier ministre tunisien Habib Essid s'est montré implacable. Outre la grogne sociale, Habib Essid a affirmé que son pays est menacé par le danger du terrorisme et que la situation économique est difficile. Le phénomène du terrorisme figure en tête des défis. Il vise à perturber la sécurité de notre nation et sa stabilité. Il vise aussi à propager le chaos et à porter atteinte à l'économie nationale et à perturber la dynamique du développement. Le gouvernement a fait face à une situation économique et financière qui s'aggrave d'une année sur l'autre. Ceci s'est manifesté notamment sur la faible croissance, l'accroissement de la crise des finances publiques et la gravité de la situation financière de la majorité des entreprises et institutions publiques. Il y a 4 ans, la Tunisie a connu une révolution largement motivée par la misère et le chômage. Depuis, les gouvernements qui se sont succédés se sont tous engagés à réduire les inégalités régionales et le chômage, mais l'économie tunisienne reste en difficulté et les revendications sociales sont nombreuses. Santé à présent en Guinée, révolte des populations guinéennes qui refusent toujours d'accepter la maladie d'Ebola. Plusieurs malades sont encore cachés, refusant l'assistance des organisations sanitaires en charge de lutte contre l'épidémie. Léa Tsam. Au cours des 21 derniers jours, certaines localités ont enregistré des nouveaux cas d'infection d'Ebola. En revanche, les populations qui ne croient pas en l'existence de la maladie continuent à se cacher et à refuser l'assistance des organisations sanitaires en charge de lutte contre l'épidémie. Quand il y a de nouveaux foyers, on est généralement exposé à 2 choses. C'est d'abord la peur qui entraîne la désinformation et donc ça crée une situation inconfortable. Et la plupart du temps, cela se manifeste par des actions de violence. Les agents de santé et ceux de la Croix-Rouge ont été violemment pris à partie dans plusieurs localités du pays où ils ont été accusés de contaminer volontairement les populations. Il y a des réticences accompagnées de violence, ce qui est grave. Mais il y a aussi des réticences où il n'y a pas de violence, ce qui est souhaitable. Parce qu'on discute et on voit si on peut se comprendre. Là, on travaille suivant la force des arguments.
Mais quand c'est la violence accompagnée maintenant, et les réticences, excusez-moi, accompagnées de violence, ça c'est très très grave et ça affecte beaucoup plus les volontaires, les travailleurs humanitaires, même la communauté. Ça crée vraiment une situation inconfortable dans le cadre du travail. Rappelons que la réticence des populations guinéennes face à l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola pourrait expliquer la naissance de nouveaux foyers, contredisant ainsi l'engagement des pouvoirs publics d'arriver à 0 cas en 60 jours. Et puis on parle de l'aspect de l'environnement. La lutte contre le braconnage ne faiblit pas au Gabon où les attaques contre les éléphants se multiplient tout autant. 5 arrestations récentes ont démontré une nouvelle fois l'ampleur du massacre qui menace les pachydermes. Compte rendu de Samperonba. Le massacre des éléphants ne s'arrête plus au Gabon où les chiffres montrent bien la diminution du nombre de pachydermes avec un risque réel de voir l'espèce disparaître totalement dans 25 ans des forêts et savanes gabonaises. 5 arrestations opérées par les services des eaux et forêts et la gendarmerie avec le concours de l'ONG Conservation et Justice ont eu lieu dans le nord et l'est du pays en moins de 10 jours. D'abord dans le Wolintème où 2 braconniers d'éléphants de nationalité gabonaise ont été arrêtés en possession de 10 kg d'ivoire près du district de Sam par les agents de la brigade de gendarmerie de cette localité. Quelques jours plus tard, 3 nouvelles arrestations de trafiquants d'ivoire ont eu lieu à Mekambo dans la province de Logwe-Vindo. La brigade du B2 de Makokou, en collaboration avec les eaux et forêts de la province, du parc de Moigna et de l'ONG Conservation et Justice, ont permis de mettre la main sur le réseau de trafiquants d'ivoire d'Aboubakar Sadili, qui était alors connu des habitants du département de l'Azadier comme un grand commerçant. Les 3 hommes ont été arrêtés jeudi dernier en possession de 2 points d'ivoire d'éléphant, de 2 calibres 12 simplex et d'une carabine 375. Le code forestier gabonais indique que la chasse, la capture, la détention, le transport et la commercialisation des espèces intégralement protégées sont interdits et les infractions vis-à-vis de ces espèces sont punies de 3 à 6 mois de prison avec des amendes allant de 100 000 à 10 millions de francs CFA. Des peines qui ont souvent du mal à être appliquées et qui, compte tenu de l'amplification du phénomène de braconnage, ne sont pas vraiment dissuasives. En effet, dans les pays voisins, les sanctions sont beaucoup plus fortes au point que le Gabon attire différents trafiquants d'ivoire et autres produits. Du tourisme dans ce bulletin d'information, à moins d'1 heure de route d'Abidjan, l'ancienne ville coloniale de Grand Bassam semble sortir d'un autre siècle. Le poids de l'histoire se fait sentir dans la cité qui fête son centenaire cette année. Un reportage de l'AFP. À moins d'1 heure de route d'Abidjan, la vieille ville de Grand Bassam semble sortie d'un autre siècle. Le poids de l'histoire se fait sentir dans la cité qui fête son centenaire cette année. Si certains bâtiments coloniaux tombent en décrépitude, l'ancienne capitale historique de la Côte d'Ivoire veut protéger son passé. On a été la première capitale, on a été la première commune. Il faut retenir que Bassam également est la première ville et pour l'instant la seule ville de Côte d'Ivoire inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans la ville, les noms des colonisateurs sont encore bien visibles. Véritable vestige historique, Bassam assume totalement l'héritage laissé par la présence française. Il faut ressusciter la ville de Bassam à travers l'histoire qu'elle a connue. On doit assumer le fait qu'on a été, je veux dire, l'ancrage de l'histoire coloniale de notre pays. Demeurer la mémoire tout en incarnant le futur, c'est le défi que s'est lancé la ville. Bassam accueillera une zone franche centrée sur les nouvelles technologies, une petite Silicon Valley à l'ivoirienne qui devrait redorer le blason de la ville, selon le roi de la région. Aujourd'hui, nous avons de grands projets pour que Bassam redevienne un centre de développement important, comme il avait été au début de la construction de la Côte d'Ivoire moderne. Avec sa situation géographique idéale et ses longues plages au bord de l'Atlantique, la ville de Bassam a tous les atouts pour devenir un haut lieu du tourisme ivoirien. Et le roi compte sur ses habitants pour encourager le développement de la cité. C'est surtout parce que ce peuple de Nzema, de Grand Bassam, a toujours été ouvert, accueillant, hospitalier. Et ce caractère-là, nous entendons le garder.
Une digue va être construite pour stabiliser l'érosion marine qui menace le littoral de Bassam, de quoi rassurer les habitants de la ville au manguier centenaire. La page sportive au Gabon avec d'abord la 4e édition du Challenge des champions de taekwondo qui s'est déroulée à Libreville au Prytanée militaire le samedi 6 juin dernier. Une édition qui a été dominée par les combattants des clubs de Missile et de l'Estuaire A. Suivez ce reportage. En présence du représentant du ministre des Sports, du président de la Ligue de l'Estuaire et du parrain de la 4e édition du Challenge des champions, Serge Daouda, les représentants des différents clubs de l'Estuaire, Missile, Estuaire A et B et la gendarmerie ne se sont pas fait prier le 6 juin dernier au Prytanée militaire pour dominer la 4e édition du Challenge des champions organisé par la Ligue de l'Estuaire. L'on a enregistré au total 32 athlètes qui ont pris part à ce grand rendez-vous interclub reparti en 8 groupes de 4 équipes par catégorie. Les différents concurrents, hommes, dames et enfants, ont croisé le fer dans les 5 catégories. Au terme des différentes finales disputées sur les 2 tatamis, les médailles d'or ont été respectivement reparties comme suit. Chez les filles, dans la catégorie de moins de 49 kg, le club Missile a décroché une médaille en or grâce à Bamizok Leila. Atore Emanuela de l'Estuaire, quant à elle, a été victorieuse dans les moins de 57 kg. Chez les hommes, Missile a été une fois de plus à l'honneur avec la médaille d'or arrachée par Ovononzim Arnold dans les moins de 58 kg. La gendarmerie sort avec la médaille d'or, elle aussi, par le biais de Zoliengema dans les plus de 80 kg. Adunga Guy Martial offrira à son tour la médaille d'or à son club Missile dans les moins de 80 kg. Et pour couronner le tout, Makoso Jolis de Missile encore arrachera la médaille d'or dans la catégorie de moins de 68 kg. Les athlètes ont manifesté une grande joie après cette belle moisson de médailles. Cette belle victoire, je remercie encore le bon Dieu, le Seigneur, et surtout mon maître qui est Zamba Emma et puis Guasele, Yannick. Si aujourd'hui j'ai eu à gagner, c'est par rapport au travail. Comme on dit, le travail paye. C'est dans un état d'esprit fair play et festif que s'est clôturée cette 4e édition du Challenge des champions de taekwondo. On parle d'une autre discipline qui était à l'ordre du jour ce week-end, toujours au Gabon. Il s'agit du rugby. Oui, Phoenix Rugby Club de Libreville a arraché le titre de champion au Racing Club du Gabon, vainqueur sortant de l'édition précédente, dont de 2014. Reportage. La finale de la 2e édition du Challenge de rugby Jean-Pierre Julia a finalement permis au Rugby Club de Libreville d'être sacré champion du Gabon après sa victoire remportée le samedi 6 juin dernier face au Racing Club du Gabon au stade Erco 15 de Vendo. Menés de bout en bout durant les 2 mi-temps par leurs adversaires, les champions en titre sortant de l'édition 2014 se sont inclinés lors de la grande finale sur un score de 6-8 et ont vu leurs homologues de Rugby Club de Libreville leur arracher la première place du podium et mettre fin à leur règne en présence d'un public venu nombreux. Un exploit qui a suscité l'explosion de joie et expression de fierté. J'ai été ému d'abord par mes joueurs, par mon coach, par mon président qui nous soutient partout. Et vraiment de Dieu, le match a été difficile, mais on a pu arracher cette victoire. Au vu de leurs prestations sur le terrain, le Racing Club du Gabon, qui avait été vainqueur l'année dernière face à la GR, n'a pas démérité. D'ailleurs, les dirigeants, bien que conscients que leurs poulains ont failli à leur mission, ne semblent pas déçus. On va oublier cet incident. Et non, si, on est très fiers. Et je suis très fier de ce qu'ont réalisé mes joueurs. Notamment, la plupart d'entre eux étaient à Pointe-Noire il y a encore 15 jours avec un gros championnat où ils ont été très sollicités au niveau des impacts physiques. Donc je suis très fier ce soir qu'ils aient au moins pu être en forme et accomplir ce qu'ils ont accompli aujourd'hui. Ouais, c'est une saison magnifique. Pour une première saison, c'est une réussite pour nous. Nous avons terminé le championnat le 4 avril dernier avec la victoire de Rugby Fond au stade d'Angonji. Là, nous terminons la saison, nous clôturons la saison avec ce challenge Jean-Pierre Julia, qui est la 2e édition. À noter que la cérémonie de remise de médailles aux 2 finalistes et le trophée aux champions en titre a été effectué par le président du comité national olympique, Léon Louis Folquet. Le rendez-vous de la nouvelle saison a été donc fixé pour mi-septembre prochain.
Roland Djakou est déjà avec moi sur ce plateau. On reste dans le cadre de la rubrique 7 en plus de ce journal. Eh bien, il vient nous parler de la Nollywood Week 2015. La 3e édition du Festival du cinéma nigérian a débuté jeudi et s'est achevée ce dimanche à Paris, en France. Nous parlerons pendant quelques minutes des contours de l'une des plus grandes puissances cinématographiques du monde. Voilà. Roland Djakou, bonjour. Roland Djakou, bonsoir. Bonsoir Uriel. Depuis jeudi, on célèbre à l'Arlequin à Paris le 7e art nigérian, c'est-à-dire le cinéma de ce pays-là. Ouais. Le cinéma nigérian qui est de plus en plus prisé par les téléspectateurs, par les cinéphiles. Quand est-ce que le monde a entendu parler, a commencé à parler du cinéma nigérian ? Alors le monde entier a commencé à parler du cinéma nigérien, c'était en 1990, parce que c'est la période où il a commencé à avoir des premiers films nigérians, même si la qualité n'était pas aussi bonne que celle que nous avons aujourd'hui à travers ces films-là. Parce qu'à l'époque, des premiers réalisateurs, des premières personnes qui avaient pensé justement cet esprit Nollywood cinématographique du côté du Nigeria, c'était justement de mettre en place un système, parce que la musique avait déjà une place importante dans l'économie en ce qui concerne l'économie nigériane. Aujourd'hui, il fallait bon qu'on puisse penser à autre chose, notamment dans le secteur de l'art, pour pouvoir booster encore davantage le secteur de l'économie. Alors, les premiers réalisateurs sont tombés dans le monde du cinéma, ont réalisé les premiers films avec des caméscopes qui, à travers leurs histoires qu'ils racontaient... C'était pas des films professionnels? Non, c'était pas des films professionnels. Professionnels dans un sens où, quand on parle de la concurrence aujourd'hui, on voit Nollywood, on voit Bollywood, mais à cette époque, c'était vraiment des films amateurs, mais qui a attiré l'attention de certains cinéphiles, d'abord du côté du Nigeria et ensuite sur le continent africain, de par leurs histoires qu'ils racontaient, parce que ça faisait partie des réalités africaines. Donc à travers ces histoires-là, dans les années 90, on a commencé à parler du cinéma nigérian. Roland Djakou, à cette 3e édition de la Nollywood Week 2015 à Paris, qui se tient actuellement à Paris, on ne cesse d'entendre parler du concept New Nollywood. Qu'en est-il exactement? Qu'est-ce que c'est le New Nollywood? Alors, vous voyez de 1990 à 2015, c'est un cap qui a été, c'est un cap que le cinéma nigérien a marqué. Donc, de cette période à maintenant, il y a eu une multitude d'évolutions, notamment des réalisateurs qui prenaient juste le soin d'écrire des synopsis ou encore des scripts à travers juste un bout de papier et puis poser des acteurs pour pouvoir tourner, ont compris que c'était vraiment important qu'ils puissent devenir des professionnels pour pouvoir avoir des rentabilités financières beaucoup plus considérables. Alors, ces réalisateurs vont en Europe se former, reviennent au pays, et les acteurs aussi, au fur et à mesure qu'ils pratiquent cet art-là, évoluent dans leur manière de faire, dans leur manière de jouer de la comédie, dans leur manière d'interpréter les scripts qui leur en sont donnés. Alors, le New Nollywood est justement la nouvelle version du cinéma nigérian, cette version beaucoup plus professionnelle, cette version qui aujourd'hui peut se frotter au fait des réalités, voilà, pour aussi se concurrencer à d'autres grosses productions, notamment comme Bollywood ou Nollywood. L'un des plus gros problèmes de l'art en Afrique, Roland Djakou, vous en conviendrez avec moi, reste le fait que les artistes, c'est-à-dire quelle que soit leur branche, que ce soit des peintres, que ce soit des musiciens, que ce soit des acteurs, se plaignent toujours qu'ils n'arrivent pas à vivre de leur art. Mais aujourd'hui, nous voyons des acteurs de Nollywood qui s'affichent dans les deux écrans de télévision. Je pense à Tonto Dike, je pense à Majid Michael, je pense à Yvonne Nelson, je pense à Desmond Elliott et j'en passe. Ces artistes-là, ces acteurs, ces comédiens nigérians, ces comédiens ghanéens, ont-ils les moyens de souvenir à leurs besoins? Vivent-ils de leur art? Ils vivent vraiment de leur art, ils vivent à 100% de leur art, parce que comme je l'ai dit tantôt, on a professionnalisé le 7e art nigérian, on a donné, on a boosté le 7e art nigérian, l'État s'est impliqué, il y a des opérateurs économiques qui se sont impliqués, notamment on parle aujourd'hui de l'achat de ce Nollywood-là par le groupe Canal à travers Canal Overseas. Donc il y a plusieurs opérateurs économiques qui se sont investis en ce qui concerne le 7e art nigérian, donc ce qui fait en sorte que les acteurs ou encore des comédiens qui
qui sont à travers qui sont dans ces films-là vivent pleinement de leur art, parce que à l'époque on faisait des films, ces personnes faisaient des films dans les années 90 juste pour vendre énormément de CD, mais aujourd'hui ils ont pris conscience qu'il fallait avoir des scripts beaucoup plus voilà, beaucoup plus professionnels et vendre aussi des disques, d'accord, mais occuper une place beaucoup plus importante en ce qui concerne la production du cinéma mondial. C'est pourquoi le cinéma Nollywood occupe la 2e place en ce qui concerne la production mondiale. Roland Jacot, merci d'être venu sur ce plateau pour parler de Nollywood, qui est au passage l'une des plus grandes industries cinématographiques au monde. Votre rubrique 7 ans plus, avant de boucler cette édition d'information, dans le cadre de 7 ans plus d'hier, non, Dieu de reprendre. Votre rubrique 7 ans plus, avant de boucler cette édition d'information, dans le cadre de ce dossier, Roland Jacot a été reçu par Uriel Abaga avant-hier afin de parler évidemment de Nollywood Week 2015. La 3e édition du Festival du cinéma nigérian a débuté jeudi et s'est achevée ce dimanche à Paris, en France. Suivez cet entretien. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de m'avoir suivi et bonne suite au programme sur Canal 7, votre chaîne panafricaine.